merci d'être resté avec nous pour cette scène toute particulière. On accueille à présent Sébastien Vauxion et son acolyte du jour, Peter. Je vais vous raconter. Alors je dis toute particulière parce que Sébastien Vauxion, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le seul chef pâtissier doublement étoilé du monde pour ce restaurant Sakara à Courchevel. C'est quelque chose d'inouï qu'on n'avait encore jamais vu. Et aujourd'hui, il est accompagné de Peter, qui est le chef doublement étoilé aussi, pas de jaloux, voilà, du K2 Altitude à Courchevel aussi. Sébastien, tu as créé ton propre monde pâtissier. On va en parler tout au long de cette scène, mais décris-nous déjà ce que tu comptes faire aujourd'hui. Donc une entrée-dessert, un plat-dessert et un dessert-dessert. Aujourd'hui, effectivement, l'idée est de vous présenter en 3 sections l'esprit du restaurant. Donc une entrée. Alors on est tout dans l'univers du dessert. Il faut faire un peu preuve d'imagination parce que c'est vrai que lorsqu'on n'a pas encore goûté, ça paraît très abstrait, mais je vais vous montrer une entrée, un plat et évidemment un dessert. Alors, allons-y. Alors, le premier plat, il est basé autour de la tomate. On est fin septembre, on a encore des super tomates. Donc, l'assiette, s'il te plaît. On a des tomates Green Zebra, que je choisis pas trop mûres. L'idée, c'est vraiment d'avoir une texture, et je garde la peau, parce que la peau est pleine de goût. Souvent, on l'enlève. Après, je vais vous montrer, on prend une autre tomate que je pèle, parce que la peau est gênante, souvent elle se décolle. Mais sur les Green Zebra, quand elles sont juste à maturité comme il le faut, la texture est dingue, et la peau apporte beaucoup de goût. Alors, quand on dit que c'est un restaurant et que c'est une expérience gastronomique du début à la fin entièrement tournée sur le dessert, Sébastien va jusqu'à recréer l'expérience du pain et du fromage dans un restaurant. À la place du pain, à une période en tout cas, parce que c'est 4 mois par an, après ça évolue, donc la carte a peut-être changé, mais à une période, c'était un biscuit de Savoie très très aéré avec une croûte de pâte sablée à la noisette. Et ça, c'était pour saucer l'oignon au sureau, baigné dans un jus de cuisson au clou de girofle. Donc ça, c'est le genre d'entrées ou de plats qui sont en fait des desserts que vous allez retrouver chez Sébastien. Donc tout n'est pas... Je veux dire, vous n'allez pas manger 15 gâteaux d'affilée quand vous achetez. C'est quand même beaucoup plus fin que ça. Et je pense aussi à ton pain grillé aux amandes et aux myrtilles que tu sers avec l'équivalent de ton fromage, donc une ricotte, un lait caillé à la vanille avec de la double crème. Pour plus d'onctuosité. Donc vraiment, quand on dit que c'est un restaurant de dessert, on a vraiment une expérience exactement comme quand on va au restaurant. Tu as fait des accords aussi avec des thés, parce que tu t'es intéressé aux fermentations des thés. En fait, j'ai pris tous les codes que caractérise un restaurant gastronomique. Chaque étape, donc que ce soit l'accueil, que ce soit l'entrée en salle, lorsqu'on s'assoit, j'ai repris chaque code du service gastronomique que j'ai transporté dans l'univers pâtissier, entre guillemets, et j'en ai créé une expérience singulière, parce qu'au lieu d'avoir le pain classique, et ben, en réfléchissant, on peut se dire mais je peux apporter un produit peut-être pâtissier, mais toujours avec des équilibres de sucre pour ne jamais saturer. Remplacer le beurre par la crème ricotte. La crème ricotte, qu'est-ce que c'est? C'est un lait caillé que l'on fait, on récupère du lait de la ferme à côté de chez nous, et on le fait cailler tous les jours. On le malaxe avec un petit peu de lait cru, un petit peu de crème, une crème épaisse pour avoir un peu d'acidité. Et avec ça, on remplace le beurre qui va nous accompagner tout au long du repas, comme un repas classique. Les services de pain, les services d'accords de mets et vins, très importants. Parce que, en fait, quand on réfléchit, le vin, c'est une chose extraordinaire, mais il y a aussi les sakés, il y a aussi l'été, des infusions. On a même l'ami de Peter qui va nous chercher des herbes l'été pour nous faire des infusions. Et on compose nos infusions et des températures précises d'infusion, de façon à ce qu'on ait plus ou moins d'amertume, qu'on ait certains arômes. Et avec tout ça, toute cette panelle, je joue et j'accorde en fonction des mets. Extraordinaire. Alors, revenons à notre tomate.
Donc la tomate zébra qui est crue. Alors, la tomate rouge... Tu ne veux pas les pépins? Non, tout ça, je ne le perds pas. Ah. Je le garde, je le mixe et j'en fais une autre tomate qu'on va venir servir après sur le plat. On jette rien. Magnifique. Qu'est-ce qui fait que cette tomate, elle est plus dans un univers... Parce que toi, c'est important pour toi de bien revendiquer que tu es pâtissier. Parce que souvent, les gens disent que tu es un peu cuisinier et pâtissier. Pour toi, c'est important d'appartenir à un univers et d'en faire le tien. Mais pour toi, c'est pas de la cuisine. Alors, ce qui est certain, c'est que je suis pâtissier. J'ai jamais fait de cuisine. Voilà. J'ai aucune connaissance de cuisine, donc je ne vais pas me prétendre cuisinier, puisque je ne le suis pas. Par contre, je suis pâtissier de formation, pâtissier boutique même, mais seulement à travailler en restauration et au contact de chefs de cuisine. J'étais intrigué et captivé par le feu, par la cuisson, par la façon d'appréhender les fruits, les légumes, les associations que nous, pâtissiers, on n'a pas forcément. Et petit à petit, il y a un cheminement intellectuel qui s'est fait. Et je me suis dit, il faut que je trouve comment exploiter tout ce que j'ai en tête. Et la meilleure façon était d'avoir un lieu à moi. La première chose, c'était trouver un endroit avec des gens avec qui je m'entende bien pour exploiter la pâtisserie en tant que chef pâtissier pour des cuisiniers, donc au service. Et là, on a toujours une petite bride parce qu'un pâtissier qui est chef pâtissier dans un restaurant, il doit se mettre au service, il doit mettre son savoir-faire au service du chef de cuisine, de façon à ce qu'il y ait une ligne conductrice de A à Z dans tout le repas. Et malgré cela, j'ai réussi à commencer à initier ces envies de dessert que j'avais, de travailler le fruit, le légume, les acidités, des amers, et partir sur autre chose de tout ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Et ça marche beaucoup, ça a beaucoup plu, ça a marché d'un coup, et la réflexion continuait. On a vu l'essor de la pâtisserie sur tous les tea times, sur tous les espaces dédiés à cela. On a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un restaurant de dessert? Et j'ai un partenaire en crime avec ça, qui est Jean-Alain Bacon, qui est co-directeur du groupe, et aussi un sommelier avec une très belle sensibilité. Et ensemble, on a ouvert ce restaurant, lui avec sa connaissance et sa vision de tout ce qui est côté salle, et moi, le champ des possibles sur la pâtisserie, sur le restaurant. Et il a fallu créer des plats qui donnent un sens pendant tout un repas. Dingue. Et là, typiquement, alors si tu peux répondre en même temps que tu coupes, c'est encore mieux. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette entrée tomate, elle est plus côté dessert que côté entrée? Et non, elle est plus côté entrée que côté dessert. En fait... Ah, mais alors qu'est-ce qui fait que c'est pas juste une entrée et que c'est une entrée dessert? Le tout est de rester dans l'univers du dessert. Et ça, il n'est pas défini, chacun le définit à sa façon. Donc moi, j'ai une idée du dessert et du dessert entrée, de cet univers, et je la propose. Donc là, on a des tomates rouges, des tomates vertes. Qu'est-ce que tu viens d'ajouter? J'ajoute des citrons confits. Citrons confits macérés avec un vinaigre balsamique blanc. D'accord. Et un peu de vinaigre d'alcool pour lui donner un peu de peps. L'agrume va apporter beaucoup de finesse, de la longueur en bouche lors de la mâche. Là, tu mets des perles du Japon? Des perles du Japon. D'accord. Donc avec là, pareil, un petit peu de jus de sucré. citron. Elles sont dans un sirop très léger. D'accord. Donc là, on commence à avoir déjà un voilà. petit... Donc en fait, là, on a un peu de sucre. On a du sucre dans le confisage, mais on a aussi de l'acidité via les vinaigres. Et déjà, on crée un équilibre. Okay. Ensuite, j'ai fait confire des tomates. Des petites tomates cœur de pigeon. Elles sont très sympas parce que, étant en valve, une fois coupées en deux, elles font exactement le volume souhaité pour une bouchée. Hop. Génial. Donc elles sont cuites pendant 72 heures. Un peu de fleur de sel. Un peu de fleur de sel. Okay. Dans de l'huile avec une gousse de vanille. D'accord. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Superbe. Rien du tout. Hop. Alors, dans l'assiette, j'ai fait un lait pris, donc un lait fermier, en style panna cotta. Il est très légèrement gélifié pour apporter un peu de soyeux. Les pièces de tomates confites. Je remets un peu de sirop de confisage. Ça vient assaisonner. Sur la tomate rouge,
Alors là, c'était de la pierros, mais en pleine saison, on peut trouver de la marmande qui est très charnue. Alors, on la tranche un peu épaisse, fleur de sel, du sucre semoule, et sur un papier absorbant, pendant 3-4 heures à voir, en fait, on va concentrer le goût de la tomate tout seul, et le sel et le sucre va l'aider. Ok, voilà. Génial. Avec ce dessert, pour apporter un peu de peps, j'ai réalisé un sorbet au cerfeuil sur une base d'un sirop à la bière blanche. La bière blanche, pourquoi? Parce qu'on a de l'amertume. Et l'amertume, je trouve que ça apporte fraîcheur et finesse à la dégustation. Alors, c'est presque un granité. En fait, c'est la bière. C'est la bière qui donne le côté très mousseux. Okay. Et dans ce sorbet, je ne fais pas bouillir la bière justement pour avoir ce côté très mousseux, très léger. Okay. Alors pour le coup, elle est très délicate et très difficile à servir dans un espace un peu chaud parce qu'elle va fondre très très vite. Okay. Donc une fois qu'on est lancé, on ne peut plus s'arrêter. Et là, contrairement à ce que j'étais avant, donc un pâtissier qui supportait pas une glace trop molle ou qui comprenait pas que ça pouvait être aussi comme ça, en fait, la texture est au service de la dégustation. La technique que j'utilise est au service toujours de la dégustation. C'est ce qui prime le plus. Parce que si on est trop froid, on va perdre du goût. Si on est trop mou, on va avoir des goûts qui vont peut-être dévier. Et donc c'est vraiment les textures qui vont être importantes. Et la technique de pâtissier et de cuisinier, on va chercher des techniques un peu partout, sert vraiment à lier le meilleur des deux mondes. Et là, qu'est-ce que tu ajoutes? Là, ce sont des tuiles d'herbe. Donc du cerfeuil, de la menthe, un peu de coriandre. Alors j'aime quand c'est irrégulier, quand c'est assez naturel. Des éclats de glace royale, avec quelques zestes de citron vert, et surtout beaucoup de jus de citron vert, qui apporte l'acidité, ça va casser le sucre, mais en même temps, ça va agrémenter, ça va pimenter le dessert de ces notes sucrées. Voilà. Quelques feuilles de coriandre cristallisée. Alors encore une fois, on est sur la coriandre parce qu'on a le sorbet à la coriandre. Je ne vais pas chercher une autre feuille qui n'aurait pas de sens avec ce dessert. L'huile d'olive dans laquelle j'ai confit les tomates. On vient assaisonner. Et là, on retrouve la trame. Oui, parce que c'est vanillé. Alors légèrement vanillé, mais surtout la trame d'une entrée. Okay. On est dans quelque chose de très végétal, un peu vinaigré. On a l'huile d'olive, donc on pense à une vinaigrette. Et là, on est dans le mode de l'entrée. Et pour finir, en salle, on vient ajouter l'eau de tomate. Et cette eau de tomate, elle est ni sucrée, ni salée, rien du tout. Juste les tomates, mixées, égouttées, et après cryoconcentrées, jusqu'à atteindre le goût le plus excellent pour le plat. On a quelque chose de naturel et très très simple. Voilà. Merci. On change ? Alors maintenant, on passe au plat dessert. Exactement. Alors, l'eau est chaude. Tac, tac. Alors pour le plat dessert, là je vais vraiment dans l'univers de la cuisine. Je fais des ravioles. Ok, génial. Donc vraiment une pâte à ravioles. Et pour les garnir, j'ai choisi de travailler le haricot blanc et le cuire longuement avec des bâtons de réglisse, un peu de poudre de réglisse italienne et du vin blanc de chez nous, en Savoie. Donc je me suis permis de les faire en avance. Bien sûr. Alors, tu peux nous les montrer juste pour qu'on les voit. Voilà. Et toute petite raviole. Voilà.
Donc vraiment une pâte à ravioles, on va dire classique. Parce qu'un plat dessert, si l'entrée, presque on reste dans l'univers du froid. Ça fait le côté un peu le lien avec la crudité. Le plat dessert, qu'est-ce qui caractérise un plat principal? Souvent, c'est la chaleur. C'est chaud, c'est peut-être un peu plus copieux, mais il y a surtout ce côté chaleur. Et la pâtisserie chaude, il n'existe pas grand-chose. On a des soufflés, une poêlée de cerises, mais on n'en fait pas un plat, tout ça. On peut faire un soufflé au fromage, mais bon, c'est peut-être un peu juste. Et donc grosse réflexion sur que faire. Donc là, c'est des ravioles, mais comme vous évoquiez tout à l'heure, des fois, je prends un légume ou un fruit que je vais cuire longuement, que je vais étuver, que je vais cuire à la braise. Un peu plus de sucre. De façon à vraiment avoir ce lien cuisiné tout le temps, et qu'à aucun moment dans le restaurant, on se dise, mais en fait, c'est pas un restaurant, je suis dans un salon de thé en train de manger une petite tartelette. C'est pas ça qui m'intéresse. Ça, on le fait très bien à d'autres endroits, il y a plein de gens qui le font, mais moi, c'est plus ce qui me plaît. Aujourd'hui, j'adore ça. Regardez. Donc là, qu'est-ce que tu fais caraméliser? Alors, des poires, dans un caramel à sec. Et tu veux un caramel volontairement poussé pour aller chercher un peu d'amertume? Casser le sucre, avoir de l'amertume. Je les cuis avec un coulis de fruits de la passion au sirop d'érable. Donc, acidité et toujours la petite trame de sucre. Dans l'eau de vie de poire, s'il te plaît. Et donc, je le décuis avec... merci. Un trait d'eau de vie de poire. J'aime beaucoup travailler les alcools, parce que l'alcool apporte à la fois de la fraîcheur, de la finesse, de la subtilité dans les plats. Et c'est vrai, en pâtisserie, aujourd'hui, on ne le fait plus du tout. Les ravioles, elles sont cuites. T'as la petite écumoire, s'il te plaît, pour les ravioles? Ah, ça va, merci. Donc les ravioles, elles cuisent très vite. C'est 1 ou 2 minutes. Donc là, on a les poires caramélisées avec du fruit de la passion. Fruit de la passion. Et les ravioles. Les ravioles avec la purée de haricots. Pardon, il faut ma petite pince. Ouais, ma pince, s'il te plaît. Oui. C'est toi qui m'as pris. Merci. Et là, je vais les tremper légèrement dans le sucre. Ça, c'est pour la texture? Je vais les caraméliser après. Ah, d'accord. Texture et goût. Et alors, ce qui est sympa, c'est que le haricot, la fève, elle arrive à être naturellement assez sucrée. Donc, lorsque je les cuis, le bouillon n'est pas sucré. Je mets une pointe de sel pour avoir un peu plus de... pour avoir ce goût qui se prononce un peu plus. Comment dire, la poudre de réglisse s'exauce aussi en goût. Et on a une finesse extraordinaire. Le petit chalumeau. Attends, moi je vais faire au chalumeau, Peter. Donc là, je viens les caraméliser. Et en même temps, ça va cuire un peu des morceaux de pâte. Et on va avoir une mâche encore différente. On aura plusieurs textures de mâche dans le même produit. Et bien évidemment, l'intérieur sera très fondant, très moelleux. Voilà. Peter, est-ce qu'on peut faire chauffer le bouillon? Là, hop. Je vais commencer à en dresser en même temps, Peter. Ça, l'émulsion, on peut y remettre un petit peu de vin. Donc j'ai fait une émulsion sur une base de poire. Généralement, toutes les parures de poire, on ne perd rien, on mixe, on les conserve, on les transforme, on les valorise. Et ce qui fait que dans le restaurant, on a quelque chose où en fait on ne jette jamais rien. Alors, les ravioles caramélisées. Mais ton inspiration, si elle ne vient pas de la cuisine, elle vient d'où? Ah si, je le savais. Ça, je ne sais toujours pas d'où elle vient, vrai, mais tant qu'elle est là, je ne vais pas trop me poser de questions. Hop. De ce que t'aimes, en fait. Et puis j'aime beaucoup de choses. Donc, ça vient tout le temps. Et plus on en fait, plus l'inspiration vient. Donc, les poires caramélisées aux fruits de la passion. Hop.
Quelques poires crues pour la texture et apporter un peu de fraîcheur dans ce plat. Donc c'est un plat chaud, hein. On le sert chaud. En fait, un autre élément qui confirme que ce sont des desserts, c'est que chaque bouchée est la même. Et ça, c'est quand même propre au dessert. Ah bon? C'est-à-dire qu'un plat, souvent, tu as une viande, une garniture, un légume, un petit jus, et ça évolue, alors qu'un dessert, il y a le côté rassurant de savoir ce qu'on va retrouver à la bouchée suivante. Je pense que tout dépend comment on conçoit le plat. Celui-ci, effectivement, à chaque cuillerée, vous allez avoir grosso modo la même chose. Mais par exemple, celui-ci, si vous prenez la tomate, vous allez repasser à côté, vous n'allez pas avoir la tomate. Ouais. Par contre, vous allez encore avoir le goût de la tomate en bouche. Et vous allez avoir une autre sensation qui va venir pimenter, qui va venir faire le lien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ajouter des textures, ajouter des goûts différents, que ce soit de l'amer, que ce soit de l'acidité, du doux, quelque chose de très puissant, du confit. Et en fait, lorsqu'on le mange, on va de surprise en surprise, comme des dualités qui finalement s'associent et créent un goût et une dégustation vivante. Si j'ai pas ça, ça me plaît pas. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous avez ajouté là? Les haricots. Là, j'ai fait volontairement cuire des haricots plus fermes. L'idée étant d'avoir cette texture de haricot lorsqu'on va le manger et qui va nous ramener sur le lien de base qui est cet élément. Et la gelée? La gelée de vin de Chignin. Alors j'aime bien parce qu'on a des acidités qui sont très contrôlées. Ah, c'est sympa ça. Ouais, désolé. Et on est toujours sur le fruit, aller chercher ces notes de salinité et qui vont nous créer cette sensation de manger un plat dessert. Voilà. On peut l'émulsionner, s'il te plaît? Ouais, remets-en un peu. Donc, le bouillon. Donc le bouillon que l'on sert en salle. À côté, ce plat est servi avec un peu de sorbet. C'est du sorbet poire avec de l'anis vert. On reste sur ces notes un peu réglissées, mais on atteint une fraîcheur différente. Et on va avoir ce choc un peu de chaleur, le chaud-froid, qui fait qu'en bouche, les papilles vont exploser. Là, qu'est-ce que tu ajoutes? Là, c'est donc les parures de poire, un peu en émulsion. Ok. Voilà. Ça fait un côté très soyeux. Ici, des poires crues, toujours avoir des textures. Un petit peu d'estragon. L'estragon, on a encore une paire de notes anisées. Et ça va apporter le côté végétal, le côté vert en bouche, et faire le lien avec celui-ci. Côté fruité. Voilà. Hop. Et donc en salle, on vient verser le bouillon chaud. Voilà. Merveilleux. Merci. Hop. Et bien sûr, quand on s'attable chez toi et qu'on embarque pour un menu gastronomique tout dessert, on finit avec un dessert-dessert. Et oui. Donc c'est un peu un vrai dessert, quoi. C'était que des vrais desserts. On va dire que c'est un dessert sur la lignée de ce qu'on a mangé avant, encore dans le fruit, dans cette association de goût, et quelque chose de cuisiné, encore une fois. Mais on va être quelque chose sur on va dire, avec des niveaux de sucre un peu supérieurs, parce que finalement, inconsciemment, c'est ce qu'on va chercher dans le repas. J'ai fait l'exercice de manger ça en dessert.
à la place du dessert en fin de repas, Ouais. et finalement, il manque quelque chose. Ouais. Et ce quelque chose, c'est juste la concentration de sucre. Que là, on va retrouver, parce que ça va être quelque chose un peu plus sucré, un peu plus gourmand, et un peu plus consensuel dans la dégustation. Et finalement, c'est ce qu'on cherche. Donc chaque dessert a sa juste place au sein du menu, on ne peut pas les inverser. Et comme on évoquait tout à l'heure... C'est un poivron ? Poivron confit dans un sirop de sucre avec de la vanille, un petit peu d'écorce de citron, légèrement de safran. Et encore une fois, toutes les parures, je les ai transformées, je les ai caramélisées à la salamandre, presque brûlées, pour aller chercher les notes fumées. Et même avec le caramel, avec le sucre, ça donne des arômes superbes et ça embaume la cuisine, c'est extraordinaire. Et donc les parures, je les ai mixées en crème. Et je vais les associer avec des figues, de la ricotta, une glace vanille, un peu de chocolat. Allez, magnifique. Alors, je ne coupe pas de façon régulière, parce que, encore une fois, ça vient dans la logique de déstabiliser un peu la dégustation, et pas tout le temps avoir des cuillerées monotones. Et finalement, on va être un petit peu plus poivron d'un côté, un peu plus figue à l'autre. Mais dans l'ensemble, on va avoir cet équilibre qui va jouer. Mais lors de la dégustation, il va essayer de passer plein de choses dans la bouche. Tac. Alors là, tu commences par quoi? Un peu de crème de poivron rouge, grillée, caramélisée. Peter, je veux bien avoir une petite plaque japonaise et on va les passer au four. Il est chaud le four? Non. Bon. On va les poêler du coup. Le four est pas chaud. Ça, c'est les petites rondes de Bretagne? Pardon? Les petites figues rondes de Bretagne? Exactement. Les figues de que tu vas laisser à cru? Je vais juste les poêler. Alors, je voulais le faire au four, mais c'est pas grave, on va modifier. Ça, c'est quelque chose aussi auquel je m'adapte beaucoup. C'est à la fois le produit, mais à la fois l'environnement. Des fois, on est des services, il nous arrive des choses pas habituelles. Et ben, je vais réussir à modifier le plat de façon à ce que ça ne se voie pas dans le résultat, mais surtout que ce soit super. Le résultat final, il n'y a que moi qui le connais. Mais je peux en créer un autre à chaque fois. Et l'expérience fait que finalement, avec ces imprévus de service, on réussit à aller plus loin que le plat originel. Et ça, c'est super sympa. Qu'est-ce que ça va lui apporter, la chaleur au poivron confit? C'était pas le poivron confit que je voulais poêler. C'est les figues. Non, c'est les figues que je veux poêler. Ah, d'accord. Donc là, c'est le sirop de confisage des poivrons. Ça, c'est sirop? Le sirop de confisage des poivrons. Ok. Donc encore une fois, dans la logique, on utilise tout. Ok. Parce qu'en plus, c'est plein de goût, c'est plein d'arômes. Et ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Attends, c'est à peine chaud. On peut mettre plus fort? Merci. Hop. En attendant, je vais prendre la glace vanille. Voilà, ça c'est super. Ça. Hop. On a un peu de jus de citron, Peter? Ou citron, ouais, on n'a pas? Bon, on va imaginer. J'aime bien déglacer avec un petit jus de citron, ce qui permet de casser le sucre. On a tous les arômes de la caramélisation, la chaleur développe les goûts, et la pointe de jus de citron va apporter l'acidité qui va créer cet équilibre. On va l'imaginer. Alors, glace vanille. Je ne vais pas en mettre trop. Donc toujours une texture un peu mousseuse. Très légère, très légère. C'est de la ricotta. D'accord, donc nature. Nature, sans sucre, parce qu'elle est suffisamment douce. Dans l'esprit d'un Fontainebleau, un peu, tu viens mélanger les deux. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'associer le côté très lactique avec le crémeux de la glace. Quelques copeaux de chocolat. Alors, chocolat, je suis compliqué. Chocolat au lait? Chocolat au lait. Et là, on est sur un 55%, donc assez corsé. Ok.
Les chips de pain Melba, c'est du pain de mie que je tranche à la machine à jambon, cuit entre deux plaques avec du beurre, sucre glace et un peu de fleur de sel. Super. Donc là, on a la compotée de poivrons au fond, la glace vanille fouettée à la ricotte, quelques copeaux de chocolat au lait, mais qui ont le droit de s'appeler chocolat au lait, presque chocolat noir, quoi, entre les deux. Non, parce qu'en fait, il y a de la poudre de lait dedans. D'accord. Le chocolat noir n'a pas du tout de poudre de lait, donc je pense qu'on pourrait même arriver encore à des taux plus élevés de... Ok. La tuile de pain de mie, les figues juste revenues dans l'eau des poivrons. Donc dans le sirop de confisage des poivrons. Donc les figues sont un peu chaudes. Je vais rajouter un tout petit peu de fleur de sel. Ok. Les poivrons, la petite pince, pardon. Hop. Des morceaux de poivron confit. Voilà. Donc là, on est dans un côté, on va aller du fruit aux légumes un peu confits. Ces notes un peu d'Amérique du Sud. Pour finir, j'ai fait fumer des poivrons que j'ai déshydratés. Donc là, on est sur une poudre de poivrons fumés. Et voilà. Donc là, on a la chaleur, le fruit confit, la puissance d'un chocolat au lait, mais à la fois ce côté, cette douceur, l'onctuosité de la glace vanille, avec cette profondeur, cette gourmandise, le côté très lactique de la ricotta. Et dans le fond, on finit avec la purée de poivrons caramélisés, qui est un peu plus corsée, un peu plus amère, pour un dessert vraiment hyper gourmand. Et voilà. Magnifique. Merci. Merci beaucoup, Avec plaisir. Sébastien, pour cette belle aperçu de ton monde, à toi, bien à part. J'espère que ça vous a donné envie d'y aller. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. Alors, ne bougez pas. Cette année, sur le Festival Omnivore, il y a 200 rendez-vous. Tous ces rendez-vous sont sublimes et merveilleux, mais si il ne devait y en avoir qu'un, ce serait sans hésiter la remise des prix Omnivore qui a lieu chaque année, qui est un moment magique et qu'il ne faut pas louper. C'est notre directeur, Romain Rimbaud, qui va remettre des prix tout spéciaux cette année à 15h45 pour cette 16e année de ce festival. Ne bougez pas. Allez chercher vos copains, remplissez la salle, plein de surprises vous attendent. Donc on se retrouve à 15h45 tout de suite, ici même pour la remise des prix. Merci.